Un jour, j'ai connu une fille. Elle ne doutait pas un seul instant, ni de l'homme qu'elle aimait, ni des enfants qu'elle voulait avoir, ni du métier qu'elle voulait faire. Elle savait parfaitement où elle voulait aller et ce qu'elle voulait faire. Elle savait comment atteindre son but et elle a fait tout pour y arriver. Son secret, elle savait qu'elle ne vivrait pas très longtemps. Et pourtant, elle s'accrochait à la vie, à chaque seconde, pour la vivre du mieux qu'elle pouvait. Pas de temps pour douter. Elle savait qu'on n'est pas éternel, qu'il faut s'autoriser à se tromper et faire le maximum pour profiter de chaque instant, parce que chaque seconde vaut le coup d'être vécue. Elle a eu 2 fils, et je suis l'un d'eux. Elle m'a dit de te transmettre ce message. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, aujourd'hui on va rentrer dans le dur du sujet, qui est la mort, et à quoi ça sert la mort, à quoi ça sert de la rencontrer dans sa vie, comment on l'accepte, comment on la reconnaît, comment on est capable d'en parler, comment cette conscience de la mort, ça peut aussi te servir d'un moteur et d'une motivation pour ta vie. Alors ce que je te disais en introduction, c'est ce que m'a rapporté ma grand-mère sur le fait que la force de ma mère, en fait, c'était qu'elle n'était pas obsédée par la peur de mourir. Du coup, mes grands-parents, par rapport à sa maladie, donc je te rappelle que ma mère, elle avait la mucoviscidose, donc qui est une maladie génétique qui fait que dans ses poumons, il y a énormément de mucus qui se forme et c'est une maladie qui est invalidante, handicapante et en grandissant avec, c'est une maladie qui donne une assez courte espérance de vie et donc elle savait qu'elle n'allait pas forcément vivre très longtemps. Ce que m'a dit ma grand-mère aussi, c'est que finalement avec mes grands-parents, ils étaient moins pessimistes par rapport à cette mort et ils pensaient pas, ni elle ni mes grands-parents, que ma mère allait mourir. Ils n'étaient pas omnibulés par cette peur-là. Ma mère, elle avait qu'une envie, c'était de vivre. Et elle a été élevée comme si elle était normale. Et en fait, c'était une personne vivante qui a fait du ski, de la plongée, qui a fait des études, qui a construit une maison. Et le jour de sa mort, il y a mon arrière-grand-père qui a écrit un poème qui témoigne de ça. Et dans ce poème, il dit « Tu as voulu tout. Tu as vécu avec frénésie. Tu as vécu à plein temps et à grand régime. Tu as tout consommé, tout dévoré, avec amour, avec passion et avec ardeur. Tu ne t'es pas laissé envahir par le doute. Nous avons admiré ton cran, sans plainte, sans gémissement. » Alors qu'est-ce que tu fais de cette conscience de la mort aujourd'hui, au jour où tu as perdu un parent, où tu prends conscience de cette réalité qu'on n'est pas éternel, que les personnes qui t'entourent ne sont pas éternelles, particulièrement tes parents, que quand tu es petit, tu crois que c'est des personnes éternelles. Qu'est-ce que tu fais quand la mort arrive et que tu prends conscience qu'en fait, ni toi, ni personne autour de toi n'est éternel? Qu'est-ce que tu fais de cette conscience? Est-ce qu'on est armé pour cette prise de conscience-là? Évidemment, pas du tout. Est-ce qu'on est préparé à se poser ces questions-là? Non plus. Mais je pense que le plus beau discours que j'ai entendu sur ce sujet, c'est sans doute celui de Steve Jobs. Steve Jobs, tu le sais, c'est le fondateur et le PDG d'Apple qui est mort en 2011. Steve Jobs, c'était pas un orphelin, mais il a été abandonné par sa mère naturelle et il a grandi comme un enfant adopté, élevé par une famille adoptive. Et ce que je retiens de lui, au-delà d'Apple, c'est de ce qu'il a fait, bien sûr, pour cette entreprise qui aujourd'hui touche des milliards de vies. C'est cette conscience de la mort qu'il a développée et qu'il a partagée dans son discours d'introduction à Stanford en 2015. Alors tu sais, c'est ce genre de discours qu'organisent les universités américaines et elles font venir des célébrités pour qu'ils donnent des vœux de réussite aux nouveaux étudiants. Et dans son discours, il y a quelques citations que j'ai retenues.
Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, alors un jour, tu auras probablement raison. Et chaque matin où Steve Jobs se levait, il se regardait dans un miroir, il se demandait, est-ce que si aujourd'hui c'était mon dernier jour, est-ce que je ferais ce que je vais faire aujourd'hui? Et si c'est pas le cas, si ça fait plusieurs jours de suite que je me dis que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas ce que je voudrais faire, peut-être qu'il y a des choses à changer. Et puis il raconte aussi dans ce discours comment on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas et que la mort est devenue plus que juste un vague concept intellectuel, mais une réalité. Et tout le monde meurt. Et de rajouter, la mort est probablement la meilleure invention de la vie. C'est ce qui efface l'ancien pour faire de la place au nouveau. Ton temps est limité, donc ne le gaspille pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc tu pourras retrouver facilement le discours complet de Steve Jobs à Stanford. Moi, c'est un discours qui m'a vraiment beaucoup touché sur cette conscience de la mort et qui continue de m'inspirer. Et ce que décrit Steve Jobs, et ce que je te raconte aussi sur la volonté de ma mère à vivre, malgré la proximité de sa mort et malgré sa courte longévité, je l'ai retrouvé aussi dans le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode sur les livres. Et lui, Don Miguel Ruiz, il appelle ça le concept de l'ange de la mort. Face à cette conscience de la mort, si un médecin t'annonce aujourd'hui qu'il va te rester 1 semaine à vivre, t'as 2 alternatives en fait. Soit tu te mets en boule par terre, soit tu te mets en PLS, tu te lamentes en te disant « pauvre de moi, je vais mourir », et tu dis à tout le monde combien tu en souffres, et en fait tu en souffres jusqu'au dernier moment. Soit tu choisis d'apprécier vraiment la vie, tu choisis de la remercier, tu choisis de la savourer, tu choisis de lui donner toute sa dimension et de remercier chaque jour, chaque personne qui t'entoure, chaque expérience que la vie t'amène, parce que quitte à mourir, pourquoi s'embêter de doutes, de la peur de se faire juger par les autres? Le premier chemin, finalement, c'est celui qui est largement traité par les médias, la peur de la mort. Et dès qu'on évoque la mort, en fait, dans les histoires criminelles, on le fait pour faire peur et pour faire du sensationnel. On raconte comme ça des histoires glauques, des histoires de meurtriers, des histoires de fantômes, et on joue juste à se faire peur, à appuyer sur cette peur, parce que c'est cette peur qui va capter l'attention, qui va faire en sorte qu'on maintient l'attention du spectateur. Et ce deuxième chemin que Miguel Ruiz propose et qu'il appelle l'ange de la mort, c'est le fait de prendre la mort comme conseil pour prendre les meilleures décisions. Et que la mort, elle te permet d'effacer tes incertitudes et d'effacer aussi les petits conflits du quotidien. Et il donne ce moyen comme un des meilleurs moyens pour goûter sa vie pleinement, questionner la mort tous les matins comme le faisait Steve Jobs. Et toi, qu'est-ce que tu préfères choisir ? Comment tu souhaites réagir face à cette mort qui vient frapper dans ta vie ? Viens nous raconter quel aussi était ton rapport ou ta conscience de la mort avant le décès de tes parents, et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui après le décès de tes parents. Viens nous en parler dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera du fait de passer à l'action, d'agir ou ne rien faire dans cette question du deuil.